J'ai construit un empire immobilier de 500 millions de dollars après que mon ex-mari et sa mère m'aient jeté à la rue sans abri. Maintenant, ils sont furieux que je sois leur nouvelle propriétaire, que j'ai augmenté leur loyer de 300% et que j'ai affiché des avis d'expulsion la veille de Noël. Bonjour les amours, s'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant et en nous disant d'où vous nous regardez. Maintenant, replongeons dans l'histoire. L'odeur de pain et de cannelle emplissait notre maison ce matin de décembre. J'étais enceinte de 7 mois, fredonnant des chants de Noël tout en pliant les vêtements de Patrick. Mes mains tremblaient légèrement. Les nausées matinales n'avaient pas encore complètement disparu. Je venais de ranger sa chemise préférée dans le tiroir quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Nous devons parler. Patrick se tenait dans l'encadrement de la porte, sa mère, Diane, le flanquant comme un général se préparant à la guerre. Mon cœur s'est serré. Quelque chose dans sa voix sonnait faux. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Ne le traite pas comme un bébé, cracha Diane, ses yeux froids comme la pluie de décembre. Dis-lui, Patrick. Dis-lui ce que nous avons découvert. Patrick ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Après 8 ans de mariage, l'homme qui m'avait promis l'éternité est soudain devenu un étranger. Le bébé, il se pourrait qu'il ne soit pas de moi. La pièce s'est mise à tourner. Quoi? Patrick, comment peux-tu dire ça? Ne mens pas. La voix de Diane me transperça comme du verre. Nous t'avons fait suivre. Nous savons pour l'homme que tu rencontres. C'était mon frère. Devon est venu me rendre visite de... Épargne-nous ça. Patrick l'interrompit, la mâchoire serrée. Je veux un test de paternité. En attendant, tu dois partir. Partir? C'est notre maison. Je suis enceinte de 7 mois de ton enfant. Le rire de Diane était cruel. Cette maison est au nom de Patrick. Tu n'as aucun droit ici. Fais tes valises maintenant. Je regardai Patrick, cherchant l'homme que j'aimais. Il détourna le regard. Patrick, s'il te plaît, murmurai-je, la voix brisée. Ne fais pas ça. Son silence répondit à tout. 3 heures. C'est tout ce qu'ils m'ont donné pour emballer 8 ans de ma vie. Mes mains tremblaient tandis que je jetais des vêtements dans des sacs poubelles. Ils ne m'ont même pas laissé utiliser les valises que nous avions achetées ensemble pour notre lune de miel. Diane se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, me regardant comme si j'étais une criminelle. Les bijoux restent, annonça-t-elle. Tout ce que Patrick t'a acheté. C'est sa propriété. C'était des cadeaux. Les lois sur les biens communautaires ne s'appliquent pas aux infidèles. Elle ricana. Sois reconnaissante que nous n'appelions pas la police. Je touchai le collier de ma grand-mère, la seule chose qui me restait d'elle. C'était celui de ma grand-mère. Patrick, jamais. Diane l'arracha de mon cou. La chaîne se brisa, dispersant de minuscules perles sur le plancher en bois dur. Prouve-le. Oh, attends. Tu ne peux pas. Ta grand-mère est morte depuis 10 ans. Les larmes brouillaient ma vision tandis que je rampais, essayant de ramasser les perles. Mon ventre de grossesse rendait la tâche presque impossible. Le talon de Diane en écrasa une délibérément en passant. Pathétique, murmura-t-elle. Patrick apparut avec les clés de ma voiture. Les jours du Lexus sont terminés. Il est sous mon assurance. Comment suis-je censé m'en sortir, comme tu as su t'en sortir pour tromper mon fils? L'arrêt de bus était à 6 pâtés de maison. Je traînais 3 sacs poubelles sous la pluie verglaçante. Mon manteau était trempé, je sentais ma fille donner des coups frénétiques en moi. Les gens me regardaient. Un adolescent rit. J'appelais ma meilleure amie Maya 12 fois. Répondeur. Ma sœur Kenya. Répondeur. Mes parents étaient décédés 3 ans plus tôt. J'avais exactement 243 $ sur mon compte courant personnel. Au crépuscule, j'étais assise dans un dîner ouvert 24h24, sirotant un seul café sans endroit où aller. Le refuge sentait le désinfectant et le désespoir. 40 femmes entassées dans un espace prévu pour 20. Je m'allongeais sur un lit de camp cette nuit-là, mon dos hurlant de douleur, écoutant le bébé de quelqu'un pleurer 3 lits plus loin. Ma propre fille ne cessait de donner des coups. Peut-être sentait-elle ma peur. Première fois? La femme à côté de moi, Chérès, ne pouvait pas avoir plus de 50 ans, mais en paraissait 70. Ses yeux contenaient des histoires.
C'est si évident? Elle sourit tristement. Tu as encore de l'espoir dans les yeux. Donne-lui une semaine. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Diane. J'entendais le silence de Patrick. Mon téléphone vibra. Un texto de mon ancienne collègue, Jasmine. J'ai entendu ce qui s'est passé. Patrick dit à tout le monde que tu l'as trompé avec plusieurs hommes. Je suis tellement désolée. Ma main tremblait. Il détruisait ma réputation. Chaque ami commun, chaque collègue, il les empoisonnait tous contre moi. Un autre texto, cette fois de ma cousine Tamara. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à Patrick. S'il te plaît, ne me contacte plus. Je voulais hurler, me défendre. Mais qui croirait une femme enceinte sans abri plutôt qu'un analyste financier prospère et sa mère agent immobilier éminente? À 2 heures du matin, les contractions commencèrent. Faux travail, dit le médecin des urgences, causé par le stress. Tu dois rester calme ou tu risques un accouchement prématuré. Où loges-tu? Je ne pouvais pas répondre. L'assistante sociale me donna une liste de ressources et un sourire triste. Essaie de trouver un endroit stable pour le bébé. Un endroit stable. Avec 243 $ et un sac poubelle plein de vêtements. Cette nuit-là, je fis une promesse à ma fille, ma main sur mon ventre. Nous allons survivre à ça, et un jour, nous allons prospérer. Je commençais à passer mes journées à la bibliothèque publique. C'était chaud, gratuit et avec Wi-Fi. Je mettais à jour mon CV entre les pauses toilettes pour me laver. 3 semaines de candidature ne donnaient rien. Nous vous contacterons signifiait. Nous avons vu ton adresse comme un refuge. Un matin, j'étais dans un café, faisant durer un petit café pendant 3 heures, quand une femme en tailleur bordeaux impeccable s'assit en face de moi. Ses cheveux argentés étaient coiffés à la perfection, sa présence imposante. Je t'observe, dit-elle. Tu es ici tous les matins depuis une semaine. Même café, même table, même ordinateur qui semble tenu par des prières. Mes joues brûlaient. Je suis désolée. Je vais partir. Je ne te demande pas de partir. Je te demande pourquoi une femme clairement éduquée et articulée rationne son café comme si c'était de l'or liquide. Quelque chose dans sa franchise brisa ma honte. Histoire longue. J'ai le temps. Je m'appelle Vivien. Je suis la propriétaire de cet endroit. Je lui racontai tout. À la fin, je pleurais dans mon café froid. Vivien n'offrit pas de platitude vide. Au lieu de ça, elle sortit une carte de visite. J'ai besoin d'une assistante, quelqu'un d'intelligent, d'affamé et qui n'a rien à perdre. Ça paie 15 $ de l'heure. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais quand puis-je commencer? Elle sourit. Tu as déjà commencé. Je suis investisseuse immobilière. Je rénove des maisons, gère des locations et je m'étends. Je pense que tu peux gérer les logiciels de gestion immobilière, les communications avec les locataires et apprendre le droit immobilier. Je peux apprendre n'importe quoi. Bien, parce que je vais t'enseigner tout ce que je sais. Mais je ne fais pas de charité. Tu travailles plus dur que quiconque que j'ai employé. Ou tu es viré. Marché conclu. Je lui serrai la main, sentant ma fille donner un coup. Marché conclu. Vivien ne plaisantait pas sur le travail dur. J'étais debout à 5 heures, au bureau à 6 heures, travaillant jusqu'à minuit. J'appris l'évaluation des propriétés, l'analyse de marché, le droit des locataires, les bases de la construction et les tactiques de négociation. Elle était impitoyable mais juste. Quand je faisais des erreurs, elle me faisait les réparer et comprendre pourquoi elles étaient mauvaises. L'immobilier n'est pas sur les maisons, me dit-elle un soir, en révisant ma première analyse de propriété en solo. C'est sur la compréhension des besoins des gens, le timing du marché et voir le potentiel où les autres voient des problèmes. Ma fille, que j'avais nommée Julie dans ma tête, était due dans 6 semaines. J'avais économisé assez pour un petit studio dans un quartier difficile. Il y avait des barreaux aux fenêtres et des cafards dans les coins, mais c'était à moi. La première nuit là-bas, je pleurais de soulagement. Vivien vint me rendre visite, jeta un œil et fronça les sourcils. Cet endroit est un taudis. C'est tout ce que je peux me permettre. Pas pour longtemps. Elle me tendit une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 3000 $. Ton bonus de signature. J'aurais dû te le donner le premier jour, Vivien. Je ne peux pas.
Tu peux et tu vas le considérer comme un investissement. Je ne parie pas sur des chevaux perdants, et tu vas gagner gros. Je le vois. Cette nuit-là, j'achetais un berceau, des vêtements pour bébé et de vraies courses. Pour la première fois en 2 mois, je me sentis presque humaine. Mais l'univers n'avait pas fini de me tester. À mon prochain rendez-vous prénatal, l'infirmière parut inquiète. Votre tension artérielle est élevée. Nous devons vous surveiller de près. Hypertension induite par le stress. Si ça ne s'améliore pas, nous pourrions devoir provoquer l'accouchement plus tôt, avertit le médecin. Je pensais à Patrick, confortable dans notre ancienne maison. Diane probablement en train de redécorer ma ancienne chambre. Aucun d'eux n'avait essayé de me contacter une fois. Julie arriva 3 semaines plus tôt pendant un orage. 23 heures de travail seul, sauf pour Vivien qui apparut à l'hôpital avec des fleurs et refusa de partir. Où est le père ? Demanda une infirmière. Pas dans le tableau, répondit Vivien avant que je puisse le faire. Mais ce bébé a tout ce dont elle a besoin. Quand ils placèrent Julie dans mes bras, tous y livrent 3 onces d'elle, quelque chose changea dans mon âme. Ses minuscules doigts s'enroulèrent autour des miens, et je ressentis une protectivité féroce que je n'avais jamais connue. « Bonjour, ma guerrière », murmurai-je. « Nous allons leur montrer à tous. » Mais la réalité s'abattit vite. La garderie était chère. J'amenais Julie au travail dans un porte-bébé, l'allaitant entre les appels téléphoniques, changeant les couches pendant le déjeuner. Vivien ne se plaignit jamais. « Ma fille a été élevée dans des bureaux et sur des chantiers », dit-elle. Elle s'est bien débrouillée. Enfin, elle est avocate maintenant, donc c'est peut-être discutable. 3 mois postpartum, j'étais épuisée, mais j'apprenais à une vitesse fulgurante. Vivien commença à me laisser négocier avec les entrepreneurs, réviser les contrats et l'accompagner aux visites de propriété. J'absorbais tout comme si je me préparais à la guerre. Comme je l'étais. Un soir, en examinant des listes de propriétés, je le vis. Ma vieille maison. Patrick et Diane la vendaient. Mise à 400 000 $, 50 000 au-dessus de la valeur du marché. Les photos professionnelles smug de Diane me regardaient depuis l'annonce. Propriété de premier choix dans un quartier recherché. Prix pour vendre rapidement. J'appelai Vivien. Pouvons-nous l'acheter ? Elle regarda l'annonce puis moi. C'est ton ancienne maison. Oui. C'est personnel, complètement. Elle sourit. Laisse-moi passer un appel. Mais Chenise, tu ferais mieux d'être prête pour ce qui suit. La vengeance est chère et elle coûte plus que de l'argent. J'ai déjà payé ce prix. Nous n'avons pas acheté mon ancienne maison. Trop évident, expliqua Vivien. Et honnêtement surévalué, mais j'ai une meilleure idée. Elle sortit une carte de la ville, encerclant 3 quartiers. Ces zones vont exploser en valeur. Nouvelle ligne de transport en commun en cours. Les plans de développement de la ville viennent d'être approuvés. La plupart des gens ne le savent pas encore parce que l'information n'est pas totalement publique, mais j'ai des connexions. Combien pour ce que j'ai en tête ? Nous avons besoin d'investisseurs. Je mets 200 000. Je peux en obtenir 500 autres de mon réseau. Ça nous laisse 300 000 de moins pour le portefeuille que je veux construire. Mon cœur se serra. J'ai 4 000 en économie, ce qui est 4 000 de plus que ce que tu avais il y a 6 mois. Chenise, je suis dans ce business depuis 30 ans. J'ai vu des milliers de personnes passer. Tu as quelque chose de spécial. Tu comprends les gens. Tu travailles comme si tu étais possédé et tu es affamé. Je veux te faire partenaire. 20% d'équité. Je la regardai fixement. Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que j'ai 63 ans. Ma fille n'a aucun intérêt dans le business et je veux construire quelque chose qui me survive. Aussi, parce que j'ai été toi un jour, divorcée, fauchée, en colère. Un homme en qui j'avais confiance à tout prix. J'ai juré de ne plus jamais être impuissante. Ses yeux contenaient de l'acier dans le souvenir. Alors, qu'en dis-tu ? Veux-tu construire un empire ? Que dois-je faire ? Apprendre plus vite, travailler plus dur et me faire confiance. Nous allons commencer par des propriétés locatives dans ces quartiers. Acheter bas, les améliorer assez pour attirer de bons locataires et regarder l'équité se construire. Dans 5 ans, si nous sommes intelligentes, nous aurons 40 propriétés valant 15 millions. Je regardais Julie, dormant dans son porte-bébé.
Faisons-le. Nous nous serrâmes la main. Dans un mois, nous avions acheté notre première propriété, un immeuble de 4 unités qui avait besoin de travaux, mais avec de bons os. J'appris à manier un marteau, installer des cloisons sèches, peindre des bordures. Julie faisait la sieste dans un parc sur site. L'empire commençait. 3 ans passèrent dans un flou de propriété, rénovation et gestion de locataires. Julie commença la maternelle. J'avais déménagé dans un bel appartement de 2 chambres dans l'un de nos immeubles. Vivien avait raison. Les quartiers avaient explosé. Les propriétés que nous avions achetées pour 100 000 valaient maintenant 300 000. Nous nous étions étendus à 47 propriétés. Notre compagnie, Vivant Property, se faisait remarquer. J'avais étudié pour y passer mon permis immobilier. Vivien m'enseignait l'immobilier commercial. Maintenant, tu es prête à diriger, me dit-elle pour mon 34e anniversaire. Je te fais je resterai comme présidente, mais c'est ta compagnie maintenant. Vivien, je ne sais pas. Moi si. Prends-la. Cette nuit-là, je célébrais avec Julie. Pizza et glace. Elle avait 3 ans, brillante et posant des questions constamment. Maman, quand pourrai-je voir mon papa? Mon cœur se serra. Peut-être un jour, bébé. Est-ce qu'il sait pour moi? J'avais envoyé un email à Patrick quand elle était née, avec une photo. Il n'avait jamais répondu. Le test de paternité prouva ce que j'avais toujours su. Julie était sa fille. Son silence après ça était assourdissant. Il est occupé. Je mentis. Le lendemain, en examinant des cibles d'acquisition, je le vis. Patrick et Diane avaient acheté un petit immeuble d'appartements, 12 unités dans l'un de nos quartiers cibles. Ils avaient clairement emprunté beaucoup pour ça, essayant de percer dans l'investissement immobilier. Je consultais les registres de propriété. Ils avaient surpayé d'au moins 20%. L'immeuble avait besoin de réparations importantes qu'ils n'avaient probablement pas budgétées, et leur hypothèque était à taux variable. Ils sont surendettés, observa Vivien, regardant par-dessus mon épaule. Et si les taux d'intérêt montent? Ils seront en difficulté. Je souris lentement. Alors, assurons-nous qu'ils finissent avec une propriétaire qui apprécie la vraie valeur de la propriété. Tu as bien appris, dit Vivien fièrement. Maintenant, allons à la guerre. L'économie tourna. Les taux d'intérêt grimpèrent. Je surveillais l'immeuble de Patrick et Diane comme un faucon. Ils luttaient. Je le voyais dans l'entretien différé, les plaintes de locataires s'accumulant dans les registres publics, les panneaux à louer qui restaient trop longtemps. Notre compagnie, pendant ce temps, prospérait. Nous nous étions étendus à l'immobilier commercial, et j'avais fait une série d'acquisitions brillantes, si je puis dire. Nous gérions maintenant un portefeuille valant 67 millions. Vivien était semi-retraité, voyageant, me faisant confiance complètement. J'avais aussi construit une réputation. Les gens connaissaient mon nom dans les cercles immobiliers. Chenise Monroe, la femme qui pouvait repérer la valeur et négocier comme si elle était née pour ça. Puis je reçus l'appel que j'attendais. Mademoiselle Monroe, c'est Richard Bolton de la First National Bank. Nous avons une propriété en saisie qui pourrait vous intéresser. Les propriétaires ont 3 mois de retard sur les paiements et nous cherchons à récupérer nos pertes rapidement. Adresse. Il me la donna. L'immeuble de Patrick et Diane. Quand demandez-vous? Nous sommes du 400 000. Nous prenons 350 pour clôturer vite. L'immeuble valait au minimum 500 000. Je peux vous avoir l'argent de garantie demain. Offre en cash, clôture en 2 semaines. Fait. Je raccrochai et restai très immobile. Julie était chez ma belle-mère. Non, ancienne belle-mère. L'ironie ne m'échappait pas. Puis je réalisai que Diane ne savait pas que Julie était sa petite-fille. Patrick ne lui avait jamais dit. J'appelai mon avocat. Rédiger des avis d'expulsion pour tous les locataires de l'immeuble que nous acquérons. Avis de 90 jours, par le livre. Et je veux que les propriétaires actuels soient notifiés dès que nous clôturons. C'est assez agressif. Ils comprendront pourquoi. Faites-moi confiance. Commentaire. Oui. Si la justice est sur le point d'être rendue. Maintenant, continuons. La clôture était prévue pour le 15 décembre. Je portais mon meilleur tailleur.
Sur mesure Bordeaux comme celui que Vivien portait le jour où nous nous sommes rencontrés. Mon avocat s'assit à côté de moi. Le représentant de la banque triait les papiers. Les anciens propriétaires n'ont pas pu venir, expliqua-t-il. Ils sont contrariés par la saisie. Je suis sûr qu'ils le sont. Je signai les papiers. L'immeuble était à moi. Notre portefeuille valait maintenant 73 millions. Vivant Property était officiellement l'une des principales firmes immobilières détenues par des minorités dans l'État. Je pris l'acte et le tins, sentant son poids. Puis je passai un appel. Patrick, c'est Chenise. Silence. Puis comment as-tu eu ce numéro? Je possède ton immeuble maintenant. La banque a saisi. Je l'ai acheté. Je pensais que tu devrais l'entendre directement de moi. J'entendis des voix étouffées. Diane en arrière-plan hurlant. Tu ne peux pas. Ce n'est pas. Vérifiez votre courrier. Vous trouverez un avis d'expulsion de 90 jours. 1er décembre. Vous devez partir. Chenise, s'il te plaît. Nous pouvons trouver un arrangement. Comme tu as trouvé un arrangement quand tu as jeté ta femme enceinte dans la rue. Tu te souviens de ça, Patrick? Te souviens-tu de me regarder traîner des sacs poubelles dans la neige? C'était différent. Maman a dit, je me fiche de ce que Diane a dit. Elle reçoit son avis aussi. L'appartement qu'elle loue a 3 pâtés de maison de toit. Je l'ai acheté il y a 6 mois. Drôle qu'elle n'ait jamais mentionné avoir une nouvelle propriétaire nommée Chenise Monroe. Peut-être n'a-t-elle pas fait le lien. Ou peut-être l'a-t-elle fait et espérait que j'avais oublié. La voix de Patrick se brisa. Nous allons poursuivre. Avec quel argent? Votre crédit est détruit. Et au fait, j'ai quelque chose à dire à Diane. Cette petite fille qu'elle n'a jamais rencontrée. Celle que tu m'as dit d'avorter. Elle a 4 ans maintenant. Son nom est Julie. Elle a tes yeux. Je raccrochai. Mes mains tremblaient, non de peur, de pouvoir. Je me rendis à l'immeuble de Patrick la veille de Noël. La neige tombait doucement. À travers la fenêtre de l'unité 3B, je pouvais voir un sapin de Noël avec des lumières, un plus petit dans l'unité 5A, l'appartement de Diane. J'avais envoyé les avis de 90 jours, mais j'avais aussi inclus de nouveaux termes de bail. S'il voulait rester, le loyer augmentait de 300%. De 1500 à 4500 pour Patrick. De 1200 à 3600 pour Diane. L'avocat de Patrick avait appelé. C'est du harcèlement. De la représaille. Non. Mon avocat avait riposté. C'est le taux du marché pour des propriétés nouvellement rénovées sous nouvelle gestion. Si vos clients ne peuvent pas se permettre le taux du marché, ils sont bienvenus à déménager. J'affichai les avis sur leur porte personnellement. Enveloppe rouge. Impossible à manquer. Patrick ouvrit sa porte alors que je scotchais la sienne. Il avait l'air terrible. Plus vieux, plus gris, vaincu. Chenise. Patrick, je suis désolé pour tout. Maman avait tort. J'aurais dû te croire. Tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as choisie elle plutôt que moi. Plutôt que ta fille. Je veux la rencontrer. Julie, s'il te plaît. J'avais répété ce moment 1000 fois. Elle demande parfois de toi. Je lui dis que tu es occupé. C'est plus gentil que la vérité. Quelle est la vérité? Que son père l'a jetée avant qu'elle naisse. Qu'il n'a jamais combattu pour elle. Jamais envoyé une carte d'anniversaire. Jamais payé $1 de pension alimentaire. C'est la vérité, Patrick. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ferai mieux. Je le jure. Tu le feras après avoir déménagé. Considère ça comme ta motivation. Tu veux être dans la vie de Julie? Remets-toi sur pied. Trouve un endroit. Construis de la stabilité. Prouve que tu as changé. Alors peut-être. Nous en parlerons. Diane apparut dans le couloir. Elle me regarda, la vit, et son visage devint pourpre. Espèce de vindicative. Attention, l'interrompis-je. Je possède cet immeuble et 6 autres dans ce quartier. Surveillez votre langage. Elle bafouilla, sans voix pour la première fois de sa vie. Je partis, me sentant plus légère que depuis des années. 6 mois plus tard, Patrick et Diane avaient tous deux déménagé. Je les avais trouvés dans des appartements séparés à bas revenus de l'autre côté de la ville.
Ils avaient tous deux déposé le bilan. La licence immobilière de Diane avait été suspendue pour violations éthiques. Pas liée à moi, mais le karma a un timing intéressant. Vivant Property avait grandi au-delà de mes rêves les plus fous. Nous nous étions diversifiés dans l'immobilier commercial, les entrepôts et les développements mixtes. Notre portefeuille valait 497 millions de dollars. J'entrais dans la liste Forbes des 30 Under 40, bien que j'ai techniquement 37 ans. Assez proche. L'article m'appelait le phénix de l'immobilier. Comment une femme a transformé le sans-abrisme en un demi-milliard de propriétés. Patrick avait demandé une rencontre au sujet de Julie. J'avais accepté avec des conditions. Thérapie d'abord, pension alimentaire établie, constance. Il s'était conformé. La première rencontre fut supervisée. Maladroite. Julie regarda cet étranger et demanda « Es-tu mon papa ?» Patrick pleura. « Oui, je suis tellement désolée de ne pas avoir été là avant. »« C'est ok, » dit Julie, parce qu'elle avait 4 ans et avait le cœur généreux de sa mère. « Tu es là maintenant. » Je le regardais la tenir et ne ressentis rien. Pas de colère, pas d'amour, juste de la tristesse pour les années gaspillées. Vivien organisa une fête pour le 5e anniversaire de la compagnie. 200 employés, un empire immobilier, et moi à la barre. Elle me prit à part. « Je suis fière de toi. Tes parents le seraient aussi. J'aurais aimé qu'ils voient ça. »« Ils le peuvent, » dit-elle doucement. « Tout ce que tu as construit, c'est aussi leur legs. » Cette nuit-là, en bordant Julie dans notre bel appartement Penthouse, elle demanda « Maman, sommes-nous riches ?»« Nous sommes à l'aise, bébé. »« Bien. Pouvons-nous aider d'autres personnes qui n'ont pas de maison ? Comme toi tu n'en avais pas. » Mon cœur se gonfla. « Absolument. Que penses-tu de démarrer une fondation ? » C'est quoi une fondation ? C'est comment nous nous assurons que d'autres mamans et bébés n'ont pas à dormir dans des refuges. Son sourire était du soleil. Faisons-le. Je l'embrassai sur le front, me sentant complète. La Fondation Monroe fut lancée avec 10 millions de financement. Nous construisîmes des logements de transition pour les familles sans abri, créâmes des programmes de formation professionnelle, nous associâmes à des refuges. J'embauchai Chérès du refuge comme notre première directrice de programme. Elle connaissait la lutte intimement, mais le succès vint avec des coûts que je n'avais pas anticipés. Patrick voulait la garde partagée. Son avocat était agressif. Il a établi la paternité. Il est clean, employé et en thérapie. Il a des droits. Mon avocat était sombre. Il pourrait gagner une garde partielle. Le tribunal aime les pères qui montrent qu'ils ont changé. J'étais terrifiée. Pas de perdre Julie. Je ne la perdrai jamais, mais de la partager avec des gens qui nous avaient blessés. Mais Julie aimait avoir un père. Elle dessinait des images de papa Patrick et demandait quand elle pourrait visiter son appartement. Le tribunal lui accorda des visites supervisées, passant à non supervisées après 6 mois de constance. Je regardais ma fille partir avec lui la première fois, et un morceau de mon cœur partit avec elle. Vivien serra mon épaule. « Tu lui enseignes la grâce. C'est puissant. » Diane demanda une rencontre. Nous nous rencontrâmes dans un café neutre. Ironiquement, celui où Vivien m'avait trouvé. J'avais tort, dit Diane, paraissant plus vieille et fragile. J'ai détruit ta famille parce que j'étais contrôlante. Jalouse que Patrick t'aime plus que moi. Je suis désolée. Je voulais la haïr. J'avais gagné cette haine, mais j'étais fatiguée de la porter. Je te pardonne, dis-je doucement. Pas pour toi. Pour moi, mais Diane, tu as blessé ma fille en la tenant éloignée de son père. C'est impardonnable. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage. Je suis en thérapie maintenant, apprenant sur le narcissisme, les problèmes de contrôle. J'étais toxique. Oui, tu l'étais. Puis-je la rencontrer, Julie ? Je le considérais. Peut-être supervisé. Après que tu aies prouvé un changement constant. Dans 1 an, nous en parlerons. Elle hocha la tête, acceptant la limite. Je partis en me sentant étrangement vide. J'avais construit un empire. Prouvé à tous qu'ils avaient tort. Mais Julie partageait son temps entre les maisons maintenant. Patrick devenait un vrai père. Diane travaillait sur elle-même.
La vengeance que j'avais désirée avait un goût creux. Cette nuit-là, regardant les lumières de la ville depuis mon penthouse, je réalisais quelque chose de profond. J'avais gagné tout et perdu la satisfaction que j'attendais. La victoire n'avait pas guéri les blessures. Elle avait juste prouvé que je pouvais les survivre. Julie grimpa sur mes genoux. « Maman, pourquoi es-tu triste ?»« Je ne suis pas triste, bébé. Juste en train de penser à quoi ? À comment parfois gagner ne se sent pas comme on le pensait. » Elle me serra fort. « Je pense que tu es la meilleure gagnante du monde. » Je tins ma fille en bonne santé, heureuse, aimée, et compris. C'était la vraie victoire. Pas l'empire, pas la vengeance, ce moment, cet enfant, cette paix. Mais le coup avait été des morceaux de moi que je ne récupérerais jamais. La capacité de faire confiance facilement, la femme que j'étais avant la trahison. Les années que j'avais passées à construire des murs au lieu de ponts. J'étais devenue puissante, réussie, respectée, mais j'étais aussi devenue dure d'une manière qui me effrayait parfois. « Maman t'aime plus que tout », murmurai-je. Plus que les bâtiments, ris-je à travers les larmes. Tellement plus que les bâtiments. Dehors, la neige commença à tomber, couvrant la ville de blanc. Un nouveau départ, une toile vierge. J'avais construit mon empire à partir de rien. Maintenant, je devais apprendre à construire quelque chose de plus dur. Une vie où le succès n'exige pas d'ennemis. Où la paix n'exige pas de vengeance. Où le pouvoir signifie protéger, pas punir. Peut-être que c'était la vraie leçon, la vraie morale. Pas que nous pouvons surmonter n'importe quoi, mais que nous devons être prudents sur ce que surmonter nous coûte. Que devenir puissant ne signifie pas devenir cruel. Que l'empire ne signifie rien si nous nous perdons en le construisant. Je serrai Julie plus fort et regardai la neige tomber, me sentant simultanément victorieuse et le cœur brisé. Parce que c'est la vérité que personne ne te dit sur la vengeance. Même quand tu gagnes, tu perds encore quelque chose. Et obtenir tout ce que tu voulais peut se sentir étonnamment vide quand tu réalises que le prix payé était de devenir quelqu'un que tu n'es pas sûr de reconnaître. Mais demain, je me réveillerai et essaierai d'être meilleure, plus douce, plus comme la femme que j'étais avant que le monde ne me brise. C'était le vrai travail, la vraie construction d'empire, et ce serait la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît likez, commentez et abonnez-vous. Partagez vos pensées ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous reconstruire à partir de rien ? Souvenez-vous, le succès est la meilleure vengeance, mais la paix est la victoire ultime. Appuyez sur cette cloche de notification pour plus d'histoires puissantes comme celle-ci.